Laurent, Roland, Tononiquez, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Démarrons par le sujet qui fâche, oui, ou qui ravit certains, ça dépend. Si on est, si on aime participer au vendetta, si on aime participer, eh bien, au détournement du mérite d'autrui au profit justement d'autrui, si on aime soutenir le faux, si on aime octroyer des distinctions à des gens qui ne les méritent guère. Le ballon d'or, évidemment attribué dans la soirée d'hier, une énième fois, une fois de trop, je pèse mes mots, à un certain Lionel Messi. Je sais que vous êtes un fan à mort de Cristiano Ronaldo. Mais je suis très objectif aussi. Attendez, je sais que vous êtes un fan à mort de Cristiano Ronaldo et que... Vous savez aussi que je suis quelqu'un de très objectif. Attention, attention. Précisez-le. Laissez-moi finir. C'est important. Et je sais que tous ceux qui aiment Cristiano Ronaldo sont en train de critiquer ce ballon d'or attribué. Mais pas Attendez, laissez-moi finir. Vous avez posé une question. Attribué à Lionel Messi. À tort. Et comme je le dis, c'est une... J'observe de loin, moi, souvent ceux qui apprécient Cristiano Ronaldo et qui sont des durs à cuire. Et j'observe de loin ceux qui adorent ou bien aiment Lionel Messi. Et je me dis, bon, de toute façon, les gens ont mis en place un certain nombre de critères. Et ce n'est pas que, malheureusement, ce n'est pas un truc, c'est les journalistes sportifs qui ont voté. Donc, on ne saurait condamner l'institution qui organise le Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'on choisit des journalistes sportifs dans plusieurs pays qui votent. Et les journalistes sportifs dans plusieurs pays, des entraîneurs, certains managers ont voté. Et ces personnes ont voté, ont estimé que c'est Lionel Messi qui mérite le Ballon d'Or, tenant compte de son palmarès, de son parcours, pour voir le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde. Donc je crois que ça s'impose à tout le monde parce qu'en réalité, attendez, vous pensez que vous pensez que les votes ont été influencés dans tous les pays? Je sais qu'il y a un journaliste sportif béninois qui a voté, par exemple, d'accord? Et les journalistes sportifs ont voté dans plusieurs pays. Vous pensez que ces journalistes, eux, tous sont influencés? Non. Je dit qu'à un moment donné, de vous voir faire langue de bois ce matin, Laurent, Roland. Au fond, pour moi, c'est un débat qui vous faites bien de parler des performances de Lionel Messi pour ce qui est de la saison écoulée, la Coupe du Monde, oui, mais après. C'est vrai qu'il y a eu un début de saison au niveau du PSG où, dans justement la perspective de la préparation de la Coupe du Monde, il s'est donné, mais après, plus rien. Quand je finis de rien, mais rien. Non, écoutez, il a été passeur décisif quand même au Paris Saint-Germain avant de partir à plusieurs reprises, vous le savez mieux que quiconque. Mais c'est-à-dire quand on finit de dire tout ça, et quand on pas fini de parler des votes, ou les votes qui n'ont pas été influencés parce que... Bien sûr que ces votes ont été influencés, bon, je vous le dis. Moi, je vous le dis, je porte mes couilles, je porte les coronets, et je vous le dis, ces votes ont été influencés. Laissez-moi finir, c'est que dans toute activité, il y a une image à se regarder. Il y a une idée business marketing. Voilà, je préfère ce discours. Donc, et j'aurais voulu que vous commenciez par ce discours. Quand on prend tous ceux qui ont été nominés pour ce ballon d'or-là, quand on regarde un peu, on regarde les performances, l'histoire de chaque joueur, ceux qui viennent d'arriver et ceux qui étaient là, quand on regarde tout au moins, Messi mérite le respect quand même, reconnaissez-le. Oui, mais pas au détriment des performances d'autres jeunes joueurs. Non, mais les jeunes joueurs, sérieux. Les jeunes joueurs, vous me parlez d'Alan qui voilà, par exemple, qui, pour le compte de la saison écoulée, a fait des performances remarquables. Oui. En Première Ligue, ils ont carrément tout obtenu. Bon, on a peut-être, les gens préfèrent peut-être donner le titre à l'expérience plutôt qu'à la jeunesse. L'expérience plutôt qu'à la performance, voulez-vous dire? Non, qu'à la jeunesse. La jeunesse n'a rien à voir avec les performances. Non. Écoutez, je crois que... On a l'impression qu'au niveau, en fait, du Ballon d'Or, les critères sont revus chaque année en fonction des performances de Lionel Messi. C'est-à-dire qu'il s'agisse de
performances extraordinaires en club, alors on dit oui, on voit les performances en club et on donne. Ou alors s'il s'agit de performances en Coupe du Monde par exemple, non, on se dit oui, alors, je sais que le fait Messi a brillé pendant le fait oui. de tabler sur la Coupe du Monde, on a vu comment est-ce que Modric a eu le ballon d'or dans ce pays. Donc il y a des équipes qui ont perdu la Coupe du Monde, mais des joueurs qui ont perdu, dont l'équipe nationale a perdu la Coupe du Monde, mais qui se sont retrouvés avec la Champions League et qui ont été nominés, qui ont reçu le prix. Ben c'est justement pour ça. On revoit les critères en fonction que le débat entre celui à qui on a envie d'attribuer le ballon d'or. Et souvent, c'est à faveur de Messi. C'est justement pour ça que je peux comprendre le débat entre Lionel Messi et Haaland, parce qu'il lui a gagné la Champions League, il a fait une saison phénoménale dans cette Ils ont fait, je pense, le triplé en Angleterre. Pendant que Messi peinait à s'imposer au Paris Saint-Germain dans une certaine mesure. Il ne s'est pas imposé, il ne s'est pas imposé au PSG. Et la Coupe du Monde aussi. Mais il a été même la Coupe du Monde. Non. Voilà, c'est. Et on ne va pas revenir sur cette compétition. Mais on sait à peu près ce qui s'est passé. On ne va pas faire un débat de fanatique. Pendant cette compétition. Voilà. On ne va pas faire un débat de fanatique. Mais non, du tout. Je sais que vous êtes fanatique du tout. Mais non. Et donc, en toute chose, vous ne verrez peut-être pas Je suis très objectif ce matin. Vous ne reconnaîtrez pas les performances. Je suis très objectif ce matin. Messi. Je suis très objectif ce matin. Et je n'ai jamais été contre Lionel Messi en réalité. Bon, ok, d'accord. En réalité, non. Mais vous adorez quand même. Mais voilà, j'ai ma préférence. Voilà. C'est même pas mon idole. J'ai pas d'idole. Mais après, voilà, j'ai une préférence pour Cristiano Ronaldo par rapport à Messi. C'est tout. C'est pas plus que ça. Donc, en réalité, moi, je n'ai pas de préférence pour aucun des deux, parce que je ne me laisse pas emporter par ces trucs-là. Parce que parfois, la passion prend le dessus et parfois, on ne se contrôle pas, on n'arrive pas à situer. Quand on regarde Messi, c'est quelqu'un qui a le don. Malgré son handicap dès le début, au cours de son enfance, il a un don de Dieu. L'autre s'est battu. Donc, c'est le travail, justement. L'autre, c'est le travail. Et c'est pour ça que j'ai une préférence pour Cristiano Ronaldo, justement, parce que je sais que c'est le Non, quelque part, il faut primer aussi le don de Dieu. C'est aussi un respect pour Dieu. Mais oui, on y va. Il ne s'agit pas de dire que quand on a un don, qu'on n'a pas de mérite. Mais après, je pense qu'on a plus de mérite quand on travaille, quand on s'échine justement à atteindre les résultats. Vous ne pouvez pas dire que celui qui travaille dur peut égaler ce que Dieu a donné quand même. Personne ne l'a jamais dit, même si en réalité on sait tous très bien qu'il y en a un qui est plus complet que l'autre. Mais bon, fermons la parenthèse. Et Voloyo, je pense qu'on ne s'entendra pas sur le sujet. Revenons au Bénin. Évidemment. Pour le Ballon d'Or, il y a eu beaucoup de nominés. Aucun joueur béninois. Je pense que le seul Africain, si je ne m'abuse, c'est l'Égyptien. Salah, je pense. Salah était dedans. Oui, Salah était dedans. Dans les 7? Oui, non, pas les 7. Attends, ils sont une bonne vingtaine. Oui, ils sont une bonne vingtaine, enfin une trentaine même. Donc dans la trentaine, je pense bientôt on aura des joueurs béninois parmi dans la trentaine, il n'y avait que Mohamed Salah, si je ne m'abuse, pour le continent africain. Parmi les 10 premiers, les top 10, on aura bientôt des béninois. Si on se prend au sérieux avec les jeunes, les pépites que nous avons. N'est-ce pas? Allez, on va poursuivre Laurent Roland-Toniquet, si vous le permettez. Et on s'intéresse à la une de Dabarou, ça va s'afficher. Dabarou qui parle de la réforme de la décentralisation ce matin. Laurent Roland-Toniquet, question posée donc par le quotidien Dabarou, le temps que je retrouve justement la une du dit quotidien pour... voilà, nous y sommes. Après avoir donc fait l'option du hasard dans le développement des communes, la réforme du secteur de la décentralisation en panne. Laurent. Alors, je ne dirais pas que la réforme est en panne. Je crois que Infomatin a écrit une autre information, a dit que Christelle Rondonbo, la secrétaire administrative du parti l'Union progressive le renouveau, qui demande aussi appel à une évaluation de la réforme. Et donc, je pense que la réforme n'est pas en panne. Le problème, c'est que c'est les relations humaines. C'est le mental de l'homme béninois. Est-ce que les maires qui étaient tout puissants hier, avec tout ce qu'on leur connaît, ont davantage accepté cette réforme dans son application dans une certaine mesure, en comprenant qu'ils n'ont plus le droit de citer sur les marchés publics, sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de fonctionnement de la mairie de leur commune. Est-ce que les maires ont compris l'enjeu dans une certaine mesure? Aussi longtemps que les maires ne comprendront pas l'enjeu, c'est qu'il y aura toujours des problèmes entre les secrétaires exécutifs et les maires, parce que l'État a donné maintenant un pouvoir au secrétaire exécutif de pouvoir de faire un travail, c'est-à-dire d'accomplir une mission.
notamment ce qui concerne la bonne gestion des mairies, des ressources des mairies, du personnel des mairies dans une certaine mesure. Et donc, dans ces conditions, ce n'est pas la réforme qui est en panne, c'est qu'à un moment donné, nous devons peut-être réfléchir autrement. Et je suis heureux de savoir que c'est Christelle Ondongbo qui en appelle à l'évaluation de cette réforme, parce que oui, justement, dans cette réforme, l'une des personnes qui vient de démissionner et qui a dénoncé cette chose, il se fait que cette personne est la grande sœur de Christelle Ondongbo. Donc là, je comprends que ce soit elle qui demande la réforme, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui demandait la réforme, peut-être que les gens auront des arguments pour dire que c'est parce qu'on continue à être contre cette réforme et qu'on veut critiquer. Mais je comprends maintenant que quelqu'un de la mouvance présidentielle, du parti au pouvoir, qui en appelle à une évaluation de cette réforme, parce qu'elle-même, certainement, a compris, et au vu des rapports que certainement sa grande sœur, qui a démissionné à Tukuntuna, lui a fait, certainement, elle a compris qu'il fallait vraiment évaluer cette réforme et corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Mais au-delà de la correction qu'on pourrait apporter, au-delà de l'évaluation qu'on pourrait faire, je pense sincèrement qu'à ce niveau-ci, c'est de maintenant rappeler aux maires, d'abord aux secrétaires exécutifs qui doivent comprendre que ils viennent dans un milieu où ils ne seront pas d'office acceptés, aimés. D'accord? Et la collaboration ne sera pas facile. C'est à eux de poser les bons actes pour ne pas se faire lyncher dans cette engriffe par les autorités communales, mais aux maires maintenant de comprendre que désormais, dans le pays, cette réforme de la décentralisation, les décharges d'un certain nombre de choses, ils doivent pouvoir comprendre ça, parce que c'est l'État central qui en a décidé. Ce n'est pas les secrétaires exécutifs qui ont décidé de le faire, c'est la mission qu'on leur a confiée. Donc, au-delà de toute évaluation, de toute correction, faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a des prérogatives qui ne relèvent plus maintenant de leur pouvoir, mais que c'est les secrétaires exécutifs qui doivent faire le travail. C'est à ce niveau qu'il faut vraiment travailler. Et maintenant, mettre en place un certain nombre de sanctions. Les maires qui tomberont peut-être malheureusement dans les dérives, dans cette mesure, sans pouvoir reconnaître aux secrétaires exécutifs leur autorité. Je ne dis pas que les secrétaires exécutifs sont au-dessus du maire, mais en fait, reconnaître aux secrétaires exécutifs leur mission dans cette mesure, il faut mettre en place un mécanisme de sanction pour décourager. Parce que, oui, c'est la vache à lait. Quand on vous retire une bolle de miel, quand vous avez la bouche, vous contrôliez à bon escient et que vous faisiez de ce bol de miel ce que vous en voulez, et qu'un jour, on amène une réforme qui vous oblige à aller négocier ne serait qu'une cuillerée nécessairement de ce miel avant de pouvoir en avoir. Ça peut choquer. Et c'est normal, c'est l'état, c'est les comportements normaux qu'on peut avoir d'un individu. Mais il faut vraiment communiquer, repasser peut-être à des séances de formation, de sensibilisation, des ateliers de sensibilisation des maires et leur montrer leurs limites par rapport à cette réforme. Le quotidien Dabaro qui estime qu'il s'agit là des conséquences, Laurent, néfastes d'un forcing. Direz-vous la même chose? Non, tout le monde est d'accord qu'à un moment donné, avec cette réforme, il y a du forcing. Mais toujours est-il que la réforme en l'état n'est pas mauvaise dans tous ces aspects, parce que cette réforme vient régler un problème, la dilapidation des ressources au niveau de nos mairies, comment vous appelez, le maire, parce qu'avant, le maire peut se lever pour aller acheter une voiture de 60 millions et rouler. On a connu des exemples par le passé, pendant que les voies de la commune ne sont pas reprofilées et qu'on a peut-être besoin de 20 millions pour reprofiler les voies. On a besoin d'un certain nombre de lots dans certaines communes. Pendant ce temps, le maire trouve l'argent pour acheter une voiture de 30 millions. Donc, c'est des choses... Aujourd'hui, il y a un problème. Et puis, les salaires ne sont plus fixés parce que le maire prend ce qu'il veut. Le salaire du maire est connu. Et donc, le maire ne peut pas aller au-delà de ça. Il peut faire ses affaires autrement, mais il ne peut pas aller au-delà de ça. Avant, les marchés publics étaient partagés entre les maires et les conseillers communaux. C'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, on permet aux opérateurs économiques, même si ce n'est pas encore rose à 100%, on permet véritablement aux opérateurs économiques de venir postuler pour avoir les marchés publics. Parce que vous n'êtes pas... En fait, il y avait, comment on appelle, assez de cas de délit d'initiés. Il y avait beaucoup de cas de conflit d'intérêts au niveau de nos communes. Aujourd'hui, avec les secrétaires exécutifs, même si ce n'est pas réglé à 100%, parce qu'au moins, des secrétaires exécutifs aussi ont déconné, ont été suspendus dans une certaine mesure, mais au moins, ça règle un problème. C'est un début.
toute réforme dans son application au début a des problèmes, a des difficultés. On a des difficultés pour les appliquer. Mais avec le temps, et comme Christelle Runongo en appelle à l'évaluation, quand on fera l'évaluation, on peut modifier ce qui est modifiable et maintenant évoluer. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on peut revenir. Je sais que quand il s'est agi de voter une loi interprétative, on a réussi à voter la loi interprétative pour aller nommer des maires. Donc, dans une certaine mesure, il y a possibilité qu'on retourne à l'Assemblée nationale de revoir peut-être cette loi-là et de faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux dans nos communes. Donc, on ne pourra pas dire que c'est du forcing à un moment donné, mais il s'est avéré que ce forcing, dans une certaine mesure, est profitable pour certaines communes, même si certaines communes peinent à rentrer dans les rangs. On va parler de l'autre sujet, Laurent Roland-Tonenques, et ici apparemment tout se passe bien, ou en tout cas tout est en bonne voie. Le matinal parle de perspectives stables à positives selon Standard & Poor's. Le Bénin, seul pays africain à passer le cap. C'est une bonne nouvelle. Je crois que de telles prouesses, on ne manque pas d'en avoir au Bénin. Bon, le Bénin lambda vous dira, mais ça ne se sent pas. Ça ne se ressent pas. L'éternel problème, c'est ça. Et on vous dira que non, quand on dit que le Bénin fait des prouesses, ce n'est pas que le gouvernement va distribuer de l'argent dans la maison. C'est ça. Mais toujours est-il qu'en termes de réforme, en termes de mise en place de politique, c'est qu'on doit pouvoir sentir dans les décisions qui sont prises au sommet de l'État. Quand on dit que le Bénin passe du statut de standard ou de stable à positif, et que malgré tout ça, il y a encore des difficultés à certains niveaux, au niveau de l'administration, au niveau de la vie, des conditions de vie et de travail des Béninois, c'est qu'on est en droit de se poser des questions. Et lesquelles questions sont assez légitimes, même si ceux qui sont du côté pouvoir trouveront que ce ne sont pas des questions légitimes. Quand on dit que nous avons une connaissance de une croissance, quand on dit que nous passons de telle étape à telle étape... La croissance économique évaluée par la Banque mondiale, par exemple, donne 5,8% pour le Bénin. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que oui, la Banque mondiale... ce qui me choque dans ça, c'est que vous allez voir que la Banque mondiale donnera, avec les évaluations, on dira que le Bénin a une croissance de tels chiffres. Et paf, quand un nouveau gouvernement vient, la même institution dit que rien ne va. On a pu voir avec les régimes successifs. Quand Kékou était au pouvoir, les données étaient assez positives pour le Bénin. Quand il est parti, Boni est arrivé, automatiquement, on a fait une évaluation, on dit que, ah, mais écoutez, le pays est à terre, il n'y a rien dans la caisse, il fallait, bon, Boni est au pouvoir, tout était rose jusqu'à fermer ses 10 ans. Paf, ça est arrivé. Dans la première année, on se rend compte que rien n'allait dans le pays. Il faut remettre tout sur les rails. Est-ce que ça, justement, ne répond pas, on va dire, aux normes politiques? C'est-à-dire que oui, quand un nouveau pouvoir vient, bien souvent, il a tendance à diaboliser tout ce qui a été fait par, mais c'est ce que je dis. Le pouvoir précédent. Je ne parle même pas du gouvernement, je parle même des institutions internationales. Okay. Oui, mais même au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà des institutions internationales, est-ce que ce n'est pas au plan national que les interprétations se font malheureusement, dans le sens qui arrange l'un ou l'autre camp? Malheureusement. Donc, je crois que dès lors que, désormais, quand on dit qu'il y a une croissance, c'est qu'il faut qu'on ressente ça dans le panier de la ménagère. Qu'il y ait des subventions. Parce que quand c'est comme ça, quand on a une croissance, tout au moins en réalité, l'État a alors les moyens de subventionner un certain nombre de choses. L'État doit pouvoir peut-être travailler à la réduction de certaines taxes, pourquoi pas. Donc, réduction de l'impôt, par exemple, pourquoi pas. Parce que si quand on évolue, on dit, c'est Boniaï qui nous a mené, c'était une prospérité partagée. Donc, quand on dit que le Bénin connaît une croissance, mais que la prospérité n'est pas partagée, ça veut dire qu'en réalité, est-ce que cette prospérité dont on parle est assez effective dans une certaine mesure? Donc, les gens sont en droit de se poser des questions. Ce qu'on va souhaiter, c'est que au fur et à mesure qu'on nous dira que les choses s'améliorent au Bénin, c'est que les gens sentent ça dans leur quotidien, que les salaires, on dira qu'on a déjà augmenté, ça ne fait pas 2 ans. Mais c'est encore possible d'augmenter si on a une croissance. Ah d'accord. Ah oui. Possible avec le si on dit que, non, parce que quand on dit qu'on a une croissance, que les choses évoluent, de stable à positive, et que voilà, quand c'est comme ça, c'est que les choses s'améliorent. Le climat des affaires amélioré, ça doit être ça, par exemple, un certain nombre de conditions. Cela suppose que nous avons peut-être des moyens, nous avons un certain nombre de choses. Donc, cela suppose qu'on ne doit pas dire qu'on n'a pas les moyens de supporter une certaine chose. Et
si c'est réel que nous connaissons une croissance, améliorez-moi par exemple les salaires des aspirants. C'est, comment vous appelez la priorité en ce moment. Poursuivons avec le matinal, c'est votre priorité, Laurent. Et recruter des jeunes plutôt que d'aller chercher ceux qui sont déjà à la retraite. C'est très important. Le matinal, dispersion d'une manifestation du parti Les Démocrates à Didia. Le préfet du Zou donne les raisons, une procédure engagée contre le deuxième adjoint au maire. Au-delà de toute raison que pourrait donner le préfet du Zou, je voudrais lui rappeler que s'ils veulent rendre service à Patrice Talon, il doit pouvoir éviter de tomber dans certains pièges. Vous savez, le Parti des démocrates cherche à s'imposer au plan national. Et toutes les stratégies seront bonnes pour montrer qu'ils sont traqués, ils sont vilipendés, ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas appréciés, qu'on ne le veut pas. Et toute personne qui soutient Patrice Talon, qui se retrouve à un poste de décision, doit pouvoir mûrir sa décision avant de la prendre. Parce qu'un faux pas donne un plus au Parti des démocrates. Et n'oubliez pas, je ne le dirai jamais assez, c'est-à-dire que quand vous allez continuer à empêcher les démocrates de s'exprimer, les gens auront, en tout cas, il y aura de la frustration. Et la frustration, ça se paye cash après, quand on rentre dans une période électorale. Il vaut mieux laisser les gens parler. Et quand les gens parlent, vous les écoutez. Et vous sortez des arguments pour les confondre. C'est ça le débat politique. Vous pensez que le préfet a envie d'empêcher les militants du parti de s'exprimer? Je n'ai pas dit. Ce que je suis en train de dire, il y a une manifestation dispersée. Oui. Alors, bon, si les autorisations n'ont pas été c'est ce que je vous dis. Comme il le faut. C'est ce que je le vous préfet dis. est dans ses droits. C'est ce que je vous dis. Faisons attention, cher Ahmed Harikba. C'est-à-dire, je parle au pouvoir en place. Qui, s'ils sont assez intelligents et comprennent ce que je veux, ils sont en train de comprendre, peuvent comprendre ce que je dis, je crois que ça leur sera profitable. Il ne sert à rien de chercher. Quand on dit une manifestation à Dija, quel est le but de cette manifestation? Pourquoi aller? Parce qu'en réalité, vous savez, dès lors que quelqu'un, un préfet dans une commune ou un maire, apprend que les démocrates veulent faire une activité, une marche peut-être de Clavicota à Aconville, c'est que le maire est capable de dire « stop, je ne veux pas ça », ou bien on donne l'autorisation, et puis après, quand on reçoit un appel d'une autorité d'un supérieur hiérarchique, on revient sur la décision, et après, quand les gens s'entêtent, parce que les gens disent « mais écoutez, vous nous avez autorisé, on le fera », on les disperse, et dans ces cas, dans ces conditions, à un moment donné, on crée beaucoup de frustration, et ce n'est pas profitable en réalité. On a pu voir, je ne citerai pas son nom, mais un préfet actuel sous Patrice Talon, qui, sous, comment vous appelez, Nicéphore Soglo, a empêché des activités de général Mathieu Kékou dans les années 96, 95-96. Mais il sait très bien que quand il a fini de faire ça et que Kékou est venu au pouvoir, il est resté au chômage pendant 10 ans. Après, il n'a pas voulu faire Boniaï aussi, il est resté au chômage. Il a souffert sérieusement. Et c'est à Boniaï, c'est à Patrice Talon qui doit les remerciements qu'il a fait préfet et qu'il est là depuis 7 ans. Je ne citerai pas son nom, il se connaît. Donc pour vous dire quoi, tout acte que vous posez à un moment donné a des répercussions sur votre avenir politique ou votre avenir professionnel. C'est vrai que ce n'est pas bien de faire les choses ainsi. Mais malheureusement, dès lors que vous empêchez des gens de s'exprimer politiquement, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et comme je le dis, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Aucun homme ne donne le pouvoir. C'est-à-dire Patrice Talon même qui est là, peut être en train de se donner toutes les images, de se faire tous les schémas dans sa tête. Dit, bon, en dépassant les pions qu'il veut, en réfléchissant nuit et jour sans dormir, et dit, voilà, je peux contrôler le pouvoir en 2026. Et c'est Dieu qui a le dernier mot, parce que il peut arriver que c'est celui qui déteste le plus qui prend le pouvoir. Donc, dans ces conditions, politiquement, nos acteurs politiques doivent pouvoir prendre la chose. Au-delà de toute émotion politique, ils doivent pouvoir mettre en tête l'équation Dieu. Dieu qui peut faire de votre pire ennemi votre chef à tout moment, qui peut faire de votre pire ennemi votre président de la République. Boniaï ne peut jamais s'imaginer qu'un Patrice Talon sera président, il va lui passer le témoin. Mais il l'a fait, malgré lui. Donc, tous ceux qui soutiennent Patrice Talon doivent pouvoir se souvenir de ça, se rentrer en eux-mêmes, comme on le dit, faites très attention aux choses, ne pas interdire pour interdire. Interdire quand il le faut, mais en utilisant la mesure plutôt que de tout faire. Parce que celui-là que vous empêchez peut être à un moment donné, à tout moment, être un allié politique de votre chef, qu'il appelle,
On a pu voir des gens qui ont traqué d'autres personnes, mais finalement, du jour au lendemain, ces personnes sont devenues le ministre de tutelle. Donc, tout est possible. C'est pourquoi je dis pas que... Je n'ai compris, Laurent Roland Tonnerre-Nkes, mais vous ne me convaincrez pas que si la marche a été autorisée alors qu'elle ne le devrait pas, le préfet n'est pas en droit justement de révoquer, la loi qui a été votée, qui interdit, la loi qui avait oui. été votée qui interdit toute manifestation jusqu'à nouvel ordre dans ce pays. On sait qu'à un moment donné, c'est pour empêcher les gens de s'exprimer. Osons le dire. Oui, à un moment donné, on a interdit que les gens se rassemblent. Mais pourtant, parfois, des gens au pouvoir ont les leurs qui font des activités dans le pays. Parfois, c'est vrai qu'on ne dira pas qu'ils bâchent dans la ville, mais dans ce terme, je dis, laissez les gens s'exprimer, encadrer, plutôt que d'empêcher. En empêchant, vous créez davantage de frustration. Et de frustration en frustration, ça explose. Et quand ça explose, on ne contrôle pas parce que Dieu intervient en ce moment pour vous humilier. C'est tout. Voici quelqu'un qui s'est exprimé, à qui on n'a pas empêché, donc, on va dire quoi enfin, quelqu'un qui s'est exprimé en tout cas, Laurent Roland Tonnerre-Nkes, un député du Parti des démocrates notamment, qui interpelle le gouvernement par rapport à l'affaire Sébastien Adjavon, le révélateur du jour nous en parle. Nous avons eu des députés, 83 députés acquis à la cause de Patrice Talon de 2019 à 2023. Aucun d'eux pratiquement n'a eu peut-être le bon sens d'interpeller le gouvernement sur la question. Et pourtant, Adjavon est un fils du Bénin qui a apporté énormément à ce pays. J'ai discuté il y a quelques jours avec une dame qui a été comptable à Kadjaf Command et qui a travaillé là-bas depuis des années, mais qui finalement, quand Adjavon a eu des problèmes, finalement, il y avait quelques entreprises qui fonctionnaient, mais sont restées s'installer pendant 1 an, 2 ans, et finalement, elle a dû démissionner. Et ces cas, il y en a plein. Donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, le député a été en bonne position d'interpeller le gouvernement pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation. On ne reviendra pas sur le cas, la situation des 18 kg de cocaïne retrouvés dans le conteneur. On a écouté les mises en cause à Sébastien Adjavon, on a écouté les avocats, on a eu la version de quelques éléments du pouvoir en place qui ont communiqué abondamment en la matière. Mais toujours est-il que quand on regarde un peu la situation, on se pose mille questions. Parce que, rappelez-vous que le sujet avait été vidé déjà au tribunal de Cotonou, mais après, on a ramené encore le sujet à la criette, le dossier à la criette, pour condamner à nouveau le Sébastien Adjavon. Donc, c'est des choses qui, en fait, qui étonnent et qui surprennent en réalité. Et donc, les députés, en réalité, c'est leur rôle d'interpeller. Malheureusement, les 83 députés, bon, paix aux âmes des disparus, parce que je crois qu'il y avait 2 qui avaient disparu, il y avait resté 81, n'ont pas eu peut-être la bienséance de jouer ce rôle pleinement. Et donc les démocrates peut-être se retrouvant dans la posture, en tout cas des députés de l'opposition, c'est leur rôle parce que on dit le député contrôle l'action du gouvernement et vote les lois. Et dans le contrôle de l'action du gouvernement, c'est d'interpeller le gouvernement sur des questions essentielles qui engagent la vie des citoyens. Jusqu'aux citoyens, derniers citoyens dans les hameaux du Bénin, quand il y a un problème, le député est en droit d'interpeller le gouvernement pour leur dire, ministre de la Justice, venez nous expliquer comment est-ce qu'un dossier qui a été vidé dans un premier tribunal peut se retrouver encore dans un autre tribunal avec une autre condamnation. Donc, c'est des choses qu'il faut expliquer pour éviter, et je le dis jamais assez, c'est-à-dire, votons des lois et posons des actes pour l'avenir. En 95-96, quand Nicéphore Segonde refusait de céder la gestion des marchés de Cotonou à la subvention urbaine de Cotonou dans une certaine mesure et autres. Il n'avait pas compris qu'un jour il sera maire de Cotonou. Mais quand il a été le maire de Cotonou, il a été le premier à demander qu'on lui mette sous la gestion de la maire de Cotonou la Sogema. Et je crois que le général Mathieu Goulouan lui a refusé ça. Donc il y a des lois que nous votons aujourd'hui pour empêcher les gens, mais nous oublions que la roue peut tourner, on peut se retrouver dans l'opposition, on peut subir la même chose. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons pouvoir le faire pour l'avenir, réfléchir pour dire, est-ce que demain, nous ne serons pas les victimes de demain? Donc, pour éviter ça, c'est alors de revoir les choses telles que ça se passe pour ne pas subir ce qu'on a fait subir aux gens aujourd'hui. Voici quelques-uns qui subissent des revers, vraisemblablement du fait de leur collaboration avec Global Service Plus. Info Matin, titre Global Service Plus, donc oui, c'est bis, sans repère les yeux des spoliés désormais tournés vers Talon. Alors, après l'émission d'hier, je crois que j'ai reçu
beaucoup de témoignages, J'ai été interpellé même par quelqu'un qui est hors du pays et qui me fait comprendre que c'est vrai que hier, je n'ai pas lavé Edgar Guilibic. Du tout. Je ne l'ai pas rendu propre. Je l'ai dit, j'ai clairement dit que oui, en fait, dans la situation, malgré que les gens le dénonçaient, il avait fait un direct avant-hier soir et qu'il disait qu'il crée de l'emploi. Il fait un certain nombre de choses positives, ça il faut l'avouer. Mais ça ne veut pas dire que ça le dédouane d'une mauvaise gestion. Si en fait, si mauvaise gestion il y a, si une mauvaise pratique s'il y a. Et donc, ce que je veux comprendre, c'est que vous imaginez, j'ai comme l'impression que les agences immobilières ont des parrains ou des couvertures. J'ai entendu dire qu'il y a une agence immobilière qui a des problèmes avec des centaines de personnes qui sont dans la détresse. Et il se fait que ce monsieur qui est cette agence immobilière, son épouse serait frère de celui qui a Global Service, son épouse serait sœur de celui qui a Global Service. J'ai compris que je me suis dit, est-ce que c'est des équipes qui se comprennent, est-ce que c'est un réseau? Mais ce que je veux dire, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités. Ça fait des semaines que je le dis. Je crois que d'autres personnes le disent aussi ailleurs. L'État doit prendre ses responsabilités. Ce que j'ai dit hier, je le redis ce matin. Gouvernement, prenez vos responsabilités. Allez faire l'inventaire des agences immobilières qui existent au Bénin. Première chose. Que ces agences immobilières mettent sur la table leurs biens, c'est-à-dire les domaines qu'ils ont amorcelés à vendre, sortent la liste des personnes qui ont acheté chez elles. Et puis maintenant, faire l'inventaire, le recensement de tous ceux qui ont acheté au niveau des agences immobilières, faire la comparaison de ceux qui ont acheté, disent avoir acheté au niveau des agences immobilières, et la liste, faire la comparaison avec la liste que l'agence immobilière en question va produire. D'accord? Et à partir de ce moment, maintenant, mettre en place un mécanisme pour définitivement statuer sur ces agences immobilières qui peuvent véritablement vendre des domaines au Bénin. Parce qu'il y a un cas, je l'ai cité par le passé, je reviens là-dessus. Les agences immobilières vont voir les propriétaires pour leur dire, ton domaine, je vais morceler et vendre. Combien tu veux vendre ça? Le propriétaire dit, je vais vendre ça à 25 millions. Le gars dit, OK, il va morceler, il commence à vendre, il ne paye pas le propriétaire. Il finit de vendre. Il perçoit l'argent chez les acheteurs. Et puis, après, il ne paye pas le propriétaire. Les acheteurs commencent à construire sur le domaine. Et c'est le propriétaire qui sort de nulle part pour dire non, je n'ai pas été payé. Et du coup, on demande aux acheteurs de payer à nouveau. Et pendant ce temps, peut-être que l'agence immobilière responsable a déjà fui, n'est plus là. Ou bien parfois même est protégé. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Mais je sais que certains parmi eux sont protégés malheureusement. Donc, protégés par qui? Cherchons à comprendre. Et pourquoi sont-ils protégés dans une certaine mesure? Il faut sauver les Béninois. Des gens qui souffrent pendant 30 ans pour acheter une parcelle de 500 000 francs. Difficilement, en 30 ans, le monsieur a réussi à économiser 1 million, 1 million 500 pour acheter un domaine. Et après, au soir de sa vie, vous savez que quand les gens vont à la retraite, déjà, ils sont exposés, ils ont tous les soucis possibles déjà. Et le bien qu'il a acheté il y a 10 ans, il dit maintenant, je vais faire peut-être une cabane dessus pour ma famille, pour ma retraite, ça n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? AVC. L'intervention. Par la suite, la mort. L'intervention de l'État. L'État doit prendre ses responsabilités. Et situer ceux qui ont fui là, il faut les localiser et les arrêter. Le peu qui reste là, il faut qu'on essaie d'identifier pour aider ces personnes qui sont en difficulté. Il y a des milliers de Béninois qui se retrouvent dans cette difficulté. Des milliers de Béninois donc sans repère, les yeux des spoliés désormais tournés vers Talon, écrit ce matin Info Matin. On précise que Global Service Plus a la possibilité de venir s'expliquer par rapport à tout ce qui se dit à son sujet dernièrement. C'est très important. Sur nos plateaux. On va poursuivre Laurent Roland Toninquet ce matin des dettes de ce jour. On finit d'ailleurs cette partie de l'émission par cette info donnée par Fraternité, Barthe Joseph Johan Fan Hino, nouveau DG du port autonome de Cotonou. Oui, bon ça c'est connu depuis quelques jours parce que c'est lui qui a été signataire du dernier communiqué à polémique, par rapport au Niger. Par rapport au Niger. On va souhaiter que son arrivée améliore les choses au niveau du port autonome de Cotonou. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas eu de grands scandales au niveau du port autonome. Il y a eu quelques situations. On a eu quelques situations, ça on le sait. Mais toujours est-il que depuis qu'il est là, les choses se sont améliorées pour le mieux. Donc ce que je vais souhaiter, c'est que oui,
qu'il fasse une certaine sorte de continuité, que les choses s'améliorent mieux, mais qu'il revoie aussi, réfléchisse aussi avec le pouvoir à revoir les taxes douanières payées par les opérateurs économiques. Parce qu'à ce niveau, il y a un problème, parce que tous les jours, il y a des gens qui dénoncent des faux frais, des gens qui dénoncent l'augmentation de certaines taxes, ce qui fait que les opérateurs économiques sur le marché sont obligés, notamment les commerçants, sont obligés de revoir les prix des produits de première nécessité dans une certaine mesure. Donc, si son arrivée peut contribuer à régler ça, ça nous aurait aidé sérieusement. Restez avec nous, amis téléspectateurs, amis internautes. Restez avec nous, Laurent Roland, Tony Niquès. On se retrouve tout à l'heure dans l'actu décalé.